d'arrêter l'enquête, si je puis dire, au début du XIIIe siècle. Ce qui fait que ça donne... bon, il peut y avoir de bonnes raisons pour l'arrêter à ce moment-là, mais ça donne un aspect boiteux, si vous voulez. Ça donne un aspect boiteux. Bon, il a mis au jour 2 ou 3 faits intéressants, bon, qui étaient connus, disons, de 2 ou 3 dizaines de spécialistes in the world. De ce point de vue-là, c'est pas mal. Enfin bon, c'est un livre unilatéral, disons. Bien. Alors, votre question, écoutez, je ne pense pas qu'il y ait ni une morale islamique, ni une morale chrétienne, ni une morale avec quelque adjectif que ce soit. Pour moi, il y a la morale, point. C'est ce que j'appelle le kit de survie de l'humanité. Bon, vous le trouvez formulé, je ne sais pas, dans les 7 commandements à Noé, dans le traité Sanhedrin 56b, vous le trouvez dans le décalogue au chapitre 20 de l'Exode, vous le trouvez, il y a même des choses comme ça dans le Coran, il y a un passage où on a l'impression que c'est une sorte de version un peu développée du décalogue. Bon. Il ne peut pas y avoir de société qui tienne dans lesquelles il serait permis de tuer, il serait permis de piquer la femme du voisin n'importe comment, il serait de piquer le bien du voisin également. C'est vraiment le minimum. Ce qu'il y a, ce sont diverses théories, si vous voulez, sur la morale. D'où vient-elle? Est-ce qu'elle vient de la conscience, de la foi de Dieu en nous? Je suis amusé à écrire un article pour dire que nous étions tous en théocratie, dans la mesure où c'est quand même la conscience, instinct divin, je veux dire, c'est pas n'importe quoi comme adjectif, instinct divin, immortel et céleste, qui nous dit ce que nous devons faire. C'est ou bien la conscience, ou bien c'est Dieu qui parle à travers un prophète, ou bien c'est je ne sais quoi, c'est la raison avec un R minuscule, majuscule, j'en sais rien. Là, on peut varier sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Bon, là, je crois qu'il y a une sorte de base fondamentale. Parler de loi naturelle, c'est un petit peu difficile. Bon, là, je ne voudrais pas... J'ai l'impression que le concept de nature n'est pas très bien vu en islam. Ce qu'il y a, c'est une sorte... c'est pas un jugement de valeur, si vous voulez. Il y a un autre fondement. Il n'y a pas de concept de nature dans le judaïsme non plus, par exemple. Puisque justement, donner les 7 commandements à Noé, qui sont extrêmement intéressants, ils sont censés avoir été donnés à Noé, qui est, je le rappelle, l'ancêtre de toute l'humanité, puisque avec les générations précédentes, on a passé l'éponge, si je puis dire, le déluge. Donc ça vaut pour toute l'humanité. C'est extrêmement intéressant du point de vue anthropologique. Là, l'Épistros, dont vous avez parlé à juste titre, aurait raison, puisqu'il y a dans ces 7 commandements fondamentaux l'interdiction de l'inceste et l'obligation de faire cuire ses aliments. Sous la forme de ne pas arracher, ne pas arracher un membre à un animal vivant. Il faudrait le tuer et le cuire, le préparer. Eh bien, ces 7 commandements fondamentaux ne reposent pas pour le judaïsme sur quelque chose comme une nature humaine, donc une loi naturelle, mais c'est quelque chose d'historique. Ça se situe dans l'histoire de Dieu avec l'humanité, et à un moment très précis, donc celui où toute l'humanité était présente dans son ancêtre commun. Voilà, donc quant au contenu, on peut en parler, le concept, je serais un peu plus prudent. Mais bon, on peut appeler, si vous voulez traduire Fitra par nature, encore mieux. Il y avait une question par là, je ne sais plus, ce sera la dernière. Nous avons beaucoup parlé de Cordoue en matière de coexistence des religions chrétiennes, judaïques, musulmanes. Que dire de Venise? Est-ce que, notamment grâce à son port maritime, a été le lieu d'échange? Est-ce que c'était simplement des échanges commerciaux ou également des échanges culturels et intellectuels? Moi, je ne suis pas très versé dans la connaissance de Venise, notamment où il était une cité-État puissante
avec ses loges, etc. Mais d'après ce que j'en sais, et en me risquant une sorte de comparatisme spontané, pas structuré, j'ai l'impression que Venise et l'État de Venise mettaient plutôt l'accent sur le rapport marchand, sur une équation marchande, et que vous ne valez au fond que par votre chéquier, pour autant que le chéquier existait à l'époque. Et que par ailleurs, j'ai l'impression que Venise fonctionnait comme étant un fonctionnement oligarchique fondé sur la prééminence du chrétien, du catholicisme, de la voie chrétienne, et que les autres, contrairement peut-être à Cordoue, je parle surtout de Cordoue, acceptent une coexistence qui n'existe pas à Venise. Je n'ai pas connaissance, dans l'état de mes connaissances actuelles, qu'à Venise, il y ait eu de grandes controverses philosophiques et religieuses sur la nature de la religion, de la morale, etc. Alors qu'à Cordoue, ça se faisait, évidemment, ça ne se rencontre pas comme ça. Bon, mais ça se faisait quand même d'une manière plus. Il y avait plus de probabilité d'avoir ce genre de rencontre qu'à Venise. Mais enfin, ceci étant, peut-être Venise n'a pas duré aussi longtemps que l'Espagne musulmane, que certains n'osent même pas dire musulmane, ils préfèrent dire l'Andalousie ou l'Espagne andalouse, même si le mot andalous, ça vient quand même de l'arabe. Enfin, la subtilité, elle est bien visible. Donc voilà, mais je n'ai pas plus d'informations sur ce sujet-là. Alors, on va être obligé de terminer parce qu'il y a l'appariteur qui a fait son apparition, comme son nom l'indique, en me faisant les gros yeux et en me disant qu'on allait devoir quitter l'amphi. Je voudrais d'abord, d'une part, qu'on remercie nos deux invités d'être venus ce soir. Aux applaudissements nourris, j'en déduis que malgré les polémiques, ça a été un débat intéressant. Et je vous invite, tous ceux qui le souhaitent, qui ont soif ou faim, à venir au 42 rue de Grenelle, qui sont les locaux de l'aumônerie catholique de Sciences Po, où un buffet vous attend, vous pouvez vous rafraîchir, vous sustenter et éventuellement poser la question que vous vouliez poser aux intervenants qui restent. Merci encore à nos intervenants, merci M. Fidel, et merci M. Brad. M. Chevel me demande de préciser que ceux qui veulent continuer à débattre avec lui, tout simplement parce qu'il doit prendre un avion demain, donc je ne peux pas rester,